APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du remanufacturing, un levier essentiel de l'économie circulaire pour un véritable impact environnemental positif, mais aussi un allié des stratégies de réindustrialisation de la France, de souveraineté industrielle de notre pays. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Dubois, qui est cofondateur et président de l'association France Auto Reman. On parlera notamment du remanufacturing de la pièce de rechange automobile. Bonjour Julien. Bonjour Valentina. Bienvenue à notre émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, bien sûr, je m'appelle donc Julien Dubois, je suis président de France Auto Reman, qui est une toute jeune association créée au début de l'été dernier, qui a déjà une trentaine de membres industriels, on va en parler évidemment. Et par ailleurs, j'ai moi-même une activité de remanufacture de pièces automobiles, puisque à Saint-Étienne, nous refabriquons des injecteurs et des pompes à injecteurs, attention, alerte technique, donc des pièces techniques très complexes et en même temps très chères, que nous refabriquons de A à Z pour leur redonner une qualité équivalente au neuf. Et par ailleurs, j'ai un passé dans l'automobile, en étant passé successivement chez Speedy et dans la fabrication de marketplace dédiés aux garagistes. Vous avez déjà parlé de refabrication, remanufacturing. Est-ce qu'il y a une véritable différence entre les pièces neuves, les pièces remanufacturées? Essayons de poser un peu les deux termes de notre débat aujourd'hui. Oui, le prix, l'empreinte environnementale. Le prix et l'empreinte environnementale, c'est tout. Voilà la différence entre une pièce remanufacturée et une pièce neuve. Parce que la réalité du remanufacturing, qui est une définition d'ailleurs qui est agréée au niveau européen entre les différentes parties prenantes et différentes associations, c'est qu'on remet, grâce à un process industriel, grâce à des outils industriels, grâce à un savoir-faire bien sûr, à neuf, des pièces usagées. Plus exactement, on fabrique des pièces neuves en utilisant dans notre process une partie de composants neufs et une partie de composants issus de pièces usagées. Donc à la fin, on a un niveau de qualité qui est d'ailleurs agréé par les équipementiers d'origine, qui est équivalent au neuf, mais évidemment avec un prix bien plus intéressant pour le consommateur et une empreinte environnementale qui est sans commune mesure avec la fabrication. À ce sujet, est-ce que vous avez quelques chiffres, quelques indicateurs qui permettent effectivement de justifier ce meilleur impact environnemental? Oui, alors en fonction des différents produits, puisqu'à peu près tout se répare dans une voiture. Hein, donc parmi les membres de l'association, vous avez des gens qui font des embrayages, des injecteurs, des moteurs, des boîtes de vitesse, j'en passe et des meilleurs. Et effectivement, les taux d'économie de matière et d'énergie oscillent entre 50 pour les moins bons et 80% pour les meilleurs. Donc il y a un vrai améliorateur. Et les industriels que je représente et que l'association représente sont des industriels français, bien souvent qui fabriquent sur le territoire français, ce qui veut dire que l'économie en énergie, elle est encore meilleure en France avec le mix énergétique qu'est le nôtre, puisque la décarbonation de notre mix énergétique fait que même cette économie d'énergie est encore plus forte chez les industriels français. Donc le remanufacturing, c'est ça, c'est moins de matière, moins de ressources naturelles, quasiment aucune ressource naturelle vierge et moins d'énergie consommée, pour à la fin une empreinte environnementale et un prix pour le consommateur. Surtout quand on connaît le sac à dos matière, ressources dans la production des pièces neuves. Oui. Au-delà de l'énergie, je veux dire, il y a aussi cette empreinte liée aux matières. Ouais, vous imaginez le corps d'un injecteur, le corps d'un moteur, les disques d'un embrayage, etc. Toutes ces choses qui sont en acier, en aluminium, etc. Il y a du poids. Il y a du poids, il y a beaucoup de matière et il y a une quantité d'énergie qui est colossale pour fabriquer ces matières et fabriquer ces éléments et ces composants quand ils sont fabriqués neufs. Donc évidemment, tout ce qu'on récupère, qui sont le lourd, le composant qui n'est pas un composant d'usure, évidemment on fait une économie de matière et d'énergie absolument colossale. Et le différentiel prix, est-ce qu'il y a des moyennes entre une pièce neuve ou manufacturée ou ça varie beaucoup? Non, on est grosso modo à 50% du prix du neuf. Ah oui, okay. Grosso modo, il y a évidemment des exceptions, mais c'est à peu près ça le prix. Donc il y a une vraie économie. Bon, vous avez déjà mentionné beaucoup de pièces de rechange possibles à remanufacturer. Est-ce qu'il y a des défis technologiques ou même de modèles économiques très différents entre une pièce et l'autre? Est-ce que vous pouvez prendre par exemple deux pièces et nous illustrer un peu si les éléments communs et des éléments très spécifiques à chaque pièce? Oui, alors bien sûr, il y a des défis communs à tous les remanufacturiers. Très rapidement, j'en fais un, c'est sourcer les vieilles matières. Voilà, récupérer des vieilles matières. C'est
le challenge de tous les manufacturiers. L'accès aux sources. Sans vieille matière, vous n'avez pas de matière première, c'est notre matière première. Donc on ne peut pas travailler, on ne peut pas lancer notre outil industriel. Mais effectivement, il y a des défis plus spécifiques. Si je prends l'exemple du pneumatique, le pneumatique c'est un produit qui est assez emblématique. Voilà, on parle du pneumatique rechappé, qui a une mauvaise presse, qui est très développé dans l'aérien, dans le poids lourd, mais très peu dans le véhicule léger. Ça a existé il y a de nombreuses années très fortement et ça a un peu disparu. Vous n'avez plus qu'un remanufacturier de pneus VL, donc véhicule léger, en France. Vous avez une petite dizaine, vraiment une poignée au niveau européen. Mais c'est en train de changer, c'est-à-dire que les choses sont en train de changer. Et pourquoi ça s'est perdu un petit peu, ce savoir-faire? C'est qu'à la fois vous avez un enjeu industriel colossal, d'investissement énorme, remanufacturer un pneu, contrairement à l'image qu'on peut en avoir du pneu rechappé qui exploserait, qui est une bande de roulement qu'on colle. Non, non, remanufacturer un pneu, c'est manufacturer un pneu. Vous utilisez le même savoir-faire, les mêmes outils, etc. Vous repartez d'une structure existante, mais vous refaites la vulcanisation, etc. Des process qui sont complexes et communs à la fabrication du pneu. Mais donc, ça a disparu pour des questions vraiment de perception des consommateurs ou aussi parce que l'outil industriel n'est plus en France? C'est ça le problème, c'est qu'en face de cet investissement nécessaire, vous avez un business model qu'on ne trouvait plus sur le pneu reconditionné ou rechappé à l'époque. Pourquoi? Parce que vous arriviez, suite à ce process industriel, à un prix d'accès pour le consommateur plus élevé que des pneus neufs qui venaient de Chine ou d'ailleurs, et qui ont, comme en France comme ailleurs en Europe, envahi le marché. Donc forcément, votre modèle économique, il ne tient plus face à des consommateurs qui cherchent le prix. Donc ça, c'est pour le pneu. Voilà, il y a des choses, des bonnes nouvelles, on pourra en reparler sur les tendances qui peuvent remettre et qui remettent dans les rails des business models comme celui du pneu grâce à un certain nombre de grandes tendances. Ça, c'est pour le pneumatique. Si je prends l'exemple de l'injecteur que je connais bien, par exemple, là, on a un autre défi qui est celui de la réparabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sur le marché, dans les véhicules, des injecteurs qu'on ne peut pas, nous, en tant que remanufacturés, réparer. Et pourquoi on ne peut pas les réparer? Alors, dans certains cas, c'est parce qu'ils ne sont pas réparables, ils n'ont pas été éco-conçus. Ouais, voilà. Mais ça, il faut avouer quand même que c'est de moins en moins le cas. Les choses changent. Il n'y a pas des contraintes réglementaires. Il y a des contraintes réglementaires depuis un certain nombre d'années, donc c'est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui. En revanche, les contraintes réglementaires qui vous imposent d'éco-concevoir vos produits et de les rendre réparables, ne vous imposent pas nécessairement, à vous, équipementiers, de donner toutes les informations, les cahiers des charges, les composants qui sont utiles à un remanufacturier pour réparer un injecteur. Donc aujourd'hui, nous, on se bat en permanence, c'est notre quotidien, avec nos équipementiers, qui sont nos partenaires aussi, à qui on achète des composants, à qui on achète des outillages, pour faire en sorte que toute leur gamme soit réparable, que toute leur gamme puisse faire l'objet de cette équation économique et écologique ultra positive qu'est le remanufacturing. Donc moi j'en appelle évidemment en permanence, ils le savent, et d'ailleurs au-delà de l'injecteur à tous les équipementiers, pour faire en sorte qu'au-delà de l'éco-conception rendue obligatoire par la loi, que la réparation soit rendue accessible aux réparateurs indépendants. C'est fondamental pour que le grand public, les garagistes, puissent bénéficier de cette offre. On retombe sur le principe que l'économie circulaire ne se fait pas toute seule. Ça, c'est certain. Il faut ouvrir l'info, donner la possibilité à ces opérateurs de pouvoir intervenir, effectivement. Avec c'est collaboratif, c'est une nécessité de travailler ensemble avec des acteurs qui, pour certains, voient l'économie circulaire comme une gamme concurrente de leurs pièces neuves. C'est là aussi que la conjonction des intérêts parfois empêche une collaboration véritablement pleine et entière. Et du coup, vous l'avez déjà mentionné, il y a un autre acteur qui peut jouer un rôle, c'est le pouvoir public, c'est la réglementation. J'imagine qu'en France, on est quand même pionnier dans la réglementation de cette démarche d'économie circulaire. La réglementation, la fiscalité, on en est où? Est-ce que, je pense que vous êtes d'accord que ça joue un rôle important? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Ça joue un rôle essentiel. On vient de parler des intérêts des acteurs économiques qui peuvent parfois être un peu contradictoires. Donc la réglementation, elle doit poser les bases. Surtout sur un sujet comme l'économie circulaire, qui est effectivement en tête des priorités et de l'Union européenne et des pays membres de l'Union. On est cité en permanence dans les événements internationaux, la France est citée comme un exemple sur la pièce issue de l'économie circulaire dans les garages, puisque depuis 5 ans, il existe une loi qui oblige le garagiste à proposer une pièce, soit d'occasion, soit remanufacturée, en complément d'une pièce neuve à ses clients sur quasiment toutes les familles de produits. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? La loi, oui. Le respect de la loi, non. C'est ça le sujet. Et le respect de la loi, pour plein de raisons, aujourd'hui, il n'est pas plein et entier. Et les garagistes ont parfois des difficultés à trouver des produits issus de l'économie circulaire. Ça, c'est notre challenge, le challenge de l'ensemble de l'industrie, avec les distributeurs, pour faire en sorte que cette gamme elle soit visible et accessible pour les réparateurs aussi facilement qu'une pièce neuve. Et pour finalement traiter cette objection, il y a un certain nombre d'autres objections derrière, sur notamment la complexité à devoir gérer le retour des matières.
Juste un mot là-dessus, je vais essayer d'être rapide. Aujourd'hui, quand on vend un produit remanufacturé, on facture quasiment systématiquement une consigne avec ce produit remanufacturé, qui renchérit le prix facial, mais en réalité, cette consigne, à partir du moment où vous renvoyez la vieille matière, vous garagiste, vous distributeur, vous êtes remboursé de cette consigne. Et ça, cette contrainte que nous sommes imposés à nous-mêmes, ce n'est pas une contrainte réglementaire. Les remanufacturiers ont décidé de procéder à ces consignes pour voir revenir les vieilles matières, qui sont fondamentales. Et bien cette contrainte n'est pas imposée aux pièces neuves. La pièce neuve aujourd'hui, qui se vend au garagiste, n'est pas assortie d'une consigne, et donc le garagiste n'a pas d'incitation à renvoyer la pièce alors qu'il en renvoie. C'est presque un appel à une nouvelle norme qui impose. Exactement, j'essaie d'en parler avec qui il faut au niveau des ministères, au niveau de l'Union européenne. C'est compliqué à mettre en place quand on n'a pas une filière de responsabilité élargie du producteur, ce qui n'est pas le cas c'est le cas sur le pneu, sur l'huile, sur la batterie, mais pas sur toutes les pièces. Donc essayons de trouver, avec les équipementiers, avec la distribution, une façon de rendre finalement véritablement circulaire l'ensemble de la chaîne des pièces. Et j'allais dire, on veut récupérer les pièces neuves, les pièces usagées, pardon, quelle que soit la pièce qu'on installe sur le véhicule, qu'elle soit remanufacturée ou neuve, c'est pas le sujet. Il faut qu'on récupère les vieilles matières. Il s'agit vraiment de canaliser le retour de toutes les pièces. Et qu'un injecteur ancien aille pas à la ferraille, aille pas au recyclage matière, parce qu'évidemment, et ça tout le monde le sait, et les pouvoirs publics le savent, la boucle la plus courte, c'est la réutilisation. Et donc nous, les remanufacturiers, nous sommes là, et ça c'est un appel à l'ensemble des garagistes, des distributeurs et même des équipementiers, les vieilles matières nous intéressent. Et les ferrailleurs, est-ce que vous arrivez à les fidéliser, à les mettre autour de la table? C'est vrai qu'ils sont petits, nombreux. Oui, alors on a ça, dans l'automobile, on appelle ça plutôt des constructeurs. Ouais. C'est l'ancien, alors on parlait des casse-autos préalablement, mais c'est vraiment des acteurs du traitement des véhicules en fin de vie, les véhicules hors d'usage, VHU, on les appelle. Donc c'est des constructeurs, c'est des partenaires absolument clés. Oui. Je parlais encore il y a 2 jours avec eux sur le salon Polytech et avec leurs représentants de Federec. C'est des gens qui aujourd'hui déconstruisent les voitures et envoie une partie à la ferraille, donc au recyclage matière, et une partie en réutilisation. Si vous enlevez une pièce, vaut mieux qu'elle soit réutilisée soit telle qu'elle, soit par un remanufacturier, que passer en recyclage matière. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour les revenus des constructeurs. On gagne plus d'argent à vendre un injecteur que de l'acier. Voilà. Et puis c'est bon, évidemment, pour la circularité, la planète, l'économie de ressources et d'énergie. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec les constructeurs, avec leurs représentants et avec les réseaux qui aujourd'hui peuvent être nous sommes un débouché commercial pour des constructeurs et évidemment, nous, on cherche en permanence, comme je disais tout à l'heure. Julien, il y a un autre point qui est essentiel, c'est la recherche d'un modèle économique viable. Et on sait très bien, avec le remanufacture, mais même avec le recyclage du plastique, il s'agit souvent de marchés contracycliques par rapport à l'évolution du cours du pétrole, par exemple, pour le plastique. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à voir émerger des modèles économiques viables pour le remanufacturing? Oui, quand on arrive aujourd'hui à proposer des produits à peu près 50% moins chers sur certaines pièces que le neuf, avec des entreprises industrielles et des salariés, des ouvriers, etc., c'est que le modèle économique existe. Donc oui, il existe. Sur certains produits, je parlais du pneu tout à l'heure, le modèle économique pendant des années, il n'a pas existé. Il n'était pas possible d'intercaler une... Et puis là, il existe depuis peu. Et c'est intéressant, pour quelles raisons c'est possible aujourd'hui? On vient d'annoncer cet été le dernier remanufacturier français de pneus VL en association avec un grand réseau Mobivia, l'investissement dans la reprise de 25% du site fermé par Bridgestone à Béthune pour y faire du remanufacturing de pneumatiques. C'est une excellente nouvelle, on réindustrialise par la réindustrialisation, c'est super. Évidemment, on appelle ça de nos voeux un peu partout. Et pourquoi c'est rendu possible? Pourquoi il y a des investissements qui ont été mis sur ce sujet alors que c'est du pneu rechappé, etc. Parce que pour 2 raisons. Une raison réglementaire et puis une raison de coût, de business model. Réglementaire, hyper important. Il y a une loi, l'AGEC, qui est sortie l'année dernière, et parmi les articles de cette loi, il y a une obligation pour l'acheteur public de passer par du pneu reconditionné versus le pneu neuf. Hop, ça ouvre une possibilité, évidemment, et il faut de la capacité de production, etc. Puis il y a un autre levier plus récent, c'est l'augmentation du coût des produits neufs dont on parlait tout à l'heure, qui viennent de loin et qui sont la première concurrence des pneus rechappés. Le pneu chinois qui arrive moins cher qu'un pneu rechappé, ça vous tue le pneu rechappé ou reconditionné. La réalité, c'est que les pneus chinois ont vu leur prix augmenter très significativement ces dernières semaines, ces derniers mois. Pourquoi? Pas pour une question de fiscalité, malheureusement, mais ça c'est un bon cas d'usage pour nos décideurs publics,
mais pour des questions de coûts de matière et de coûts de transport. Vous êtes bien placé ici pour savoir que le container a été multiplié par 7 ou 8 en prix depuis quelques mois. Et donc, c'est un très très bon cas d'usage que je cite en permanence avec les élus et les pouvoirs publics quand je les rencontre. C'est-à-dire, vous avez là un exemple que quand le prix du produit neuf qui vient de loin, souvent de qualité moins bonne, augmente, et donc la compétitivité du produit remanufacturé augmente elle-même, vous avez un gain de part de marché, vous avez des industriels qui décident d'investir, vous avez des filières qui se redéveloppent avec des emplois industriels en France. Je trouve que c'est un très bon exemple. Et l'augmentation des prix, demain, elle peut être par la fiscalité, et ça, c'est ce qu'on appelle de nos jours. Et un dernier point, parce qu'on est en train de parler France et produits qui viennent de loin, de Chine. Déjà, le scope de l'association, est-ce qu'il est français ou européen? Et même en termes de marché des pièces remanufacturées, j'imagine qu'il y a des logiques qui dépassent les frontières. Bien sûr. Alors, l'association, c'est France Autoriman, donc on est les industriels français. Évidemment, chacun de ces industriels, d'abord, ont une activité partout en Europe ou parfois même plus loin. Et puis on est nous-mêmes membres de l'association européenne, bien sûr, pour discuter avec les autorités européennes. Donc, le scope, il est plus large. En termes de marché de la pièce ? Et alors en termes de marché de la pièce, on parlait tout à l'heure des déconstructeurs qui sont une source de pièces intéressantes pour nous. Ça, c'est notre sourcing de vieilles matières. Il est par essence international ou au moins européen, puisque la réalité, c'est que quand il s'agit de rénover des pièces ou de trouver des pièces pour des Fiat, on en trouve moins en France. Voilà, exactement. On en trouve moins en France qu'en Italie. Donc voilà, il y a clairement des vases communicants à opérer entre marchés pour faire en sorte que, évidemment, les pièces soient réutilisées plutôt que recyclées en matière. Bon, merci beaucoup, Julien. C'est passionnant, toute cette émergence du marché du remanufacturing. Une dernière question, c'est quoi? Est-ce que vous avez un symbole, une métaphore pour parler de ce futur modèle qu'on espère généraliser? Oui, alors, je ne suis pas le premier à l'utiliser, mais c'est le phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres. C'est ça notre totem à nous, remanufacturiers. Et finalement, plus largement que l'automobile, à tous les gens qui travaillent dans l'économie circulaire. Et alors, on le sait moins, mais le phénix, c'est pas de la magie qui renaisse de ses cendres. En réalité, il travaille. Dans le mythe de cet oiseau mythique, au moment où il sent sa fin de vie approcher, on peut imaginer la fin de vie d'une pièce automobile ou d'un moteur, il s'installe, il crée un nid, il y installe des aromates, de l'encens, etc. Il met le feu et il bat des ailes pour attiser le feu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail industriel, il y a une valeur ajoutée, des composants, du travail, il est ouvrier de sa propre résurrection, et puis il renaît en oisillon au milieu des cendres. Donc voilà, c'est notre métaphore qui souligne très bien effectivement l'important travail d'ingénierie d'un écosystème pour que l'économie circulaire puisse se développer. Donc avec cette belle image, je remercie notre invité et je vous dis à une prochaine fois. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.